Bonsoir le Béarn, en direct du Pavillon des Arts avec Éric Dournès. Et ce vendredi soir, c'est dans les conditions du direct que l'on va se retrouver ici, du côté du Pavillon des Arts. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous qui suivez cette émission en direct, peut-être à 18h, passé de 2 petites secondes. Bonsoir à vous qui nous suivez également en replay sur po.fr ou bien sur tous les autres sites médias qui relaient cette émission depuis les premiers jours, pratiquement les premières heures du confinement, alors que là, nous sommes aux premières heures du mois de juillet dans ce monde d'après que nous allons construire les uns avec les autres. Bienvenue à vous. Ce soir, on est très heureux. Vous savez, le vendredi, c'est un petit peu, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire le soir? On invite des copains, etc. Ben là, c'est pareil. Ce soir, on a invité des copains. C'est le hasard qui fait bien les choses, avec 2 anciens combattants comme moi de la vie paloise qui sont parmi nous, qui sont nos invités. Olivier Pelure et le directeur de la MJC des Fleurs Saragosse, cette structure d'animation sociale, culturelle, issue des mouvements d'éducation populaire. Il est à la tête de cette structure qui, comme les autres d'ailleurs, a vécu une période tout à fait particulière avec le confinement, le Covid-19. Quelle est aujourd'hui la vie de cette structure? Quels sont ses projets? Il y en a toujours du côté de la MJC des Fleurs Saragosse. Comment l'été va-t-il être ou pas animé? Ce sont les questions que nous lui poserons puisqu'il est notre invité ce soir. À ses côtés, c'est le directeur du CGR Cinéma, CGR pour Université. Mehdi Ouada est avec nous. Nous allons faire le point sur la réouverture de ces cinémas qui maintenant date déjà de quelques jours. Il va nous dire tout à l'heure de quelle façon le public a ou pas repris le chemin du cinéma. Il nous parlera des différents projets de sortie de films pour l'été, parce que oui, on a envie de revenir au cinéma cet été, mais il nous dira sous quelles conditions surtout le public est-il accueilli. Vous savez qu'on entend dire beaucoup de choses sur la façon dont on peut aller ou pas en toute sécurité au cinéma. Ça sera l'occasion de faire le point avec lui tout à l'heure, et puis nous ferons comme cela ici en fin d'émission un petit almanach des idées sorties de ce week-end. Et puis, il y aura, comme tous les soirs d'ailleurs, la possibilité pour vous de gagner de très nombreux cadeaux avec le mur de la chance. Ce mur de la chance qui, vous le savez, chaque soir vous permet entre autres de gagner une cagnotte qui, tous les soirs, augmente de 50 €. Hier soir, notre gagnante Héloïse a préféré partir avec un week-end en gîte plutôt que de garder le montant de la cagnotte, ou du moins de tenter de le gagner. Donc la cagnotte a augmenté de 50 €. Et ce soir, nous avons 150 € de chèque cadeau à vous faire gagner. Chèque cadeau Pau Commerce, offert par l'association des commerçants et par l'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Pour gagner ces cadeaux, ou bien tenter de décrocher la cagnotte, vous vous inscrivez. www.lachaînelocale.tv, www.lachaînelocale.tv. C'est là que d'ailleurs vous allez retrouver l'intégralité des émissions réalisées dans ce plateau du Pavillon des Arts depuis non seulement le début de la semaine, mais alors depuis les semaines d'avant, etc., etc. Et toutes ces émissions démarrent par quoi? Par un générique. Le voici. Allons-y. Bienvenue à vous toutes et bienvenue à vous tous. Donc si vous nous rejoignez ici depuis ce plateau du Pavillon des Arts, très heureux de vous retrouver en amorce de ce week-end avec une idée, vous donner envie de sortir dans les heures qui viennent, vous donner envie de sortir également dans les jours qui viennent, se donner envie de se retrouver ensemble tout en gardant évidemment en tête les gestes barrières, les gestes de protection qu'il faut malheureusement continuer à avoir si on veut continuer à passer un été et des mois à venir sereins. Et les 2 invités que nous allons avoir ce soir ici en plateau, qu'on va prendre pour une fois en même temps sur le plateau, n'ont pas été, épargnés, eux non plus, par la période de confinement. Mehdi Ouada est le directeur du CGR pour Université. Il nous dira tout à l'heure comment le groupe CGR, auquel il appartient d'ailleurs, a réussi à faire face à cette situation tout à fait inédite où il a fallu fermer, vider les salles de cinéma. Olivier Pelure, qui est à nos côtés, est également à la tête d'un lieu de vie, la MJC des Fleurs, qui a la particularité
été d'accueillir de très nombreuses associations, structures, de fédérer des projets, d'être un lieu de rassemblement. Comment ce lieu de rassemblement a-t-il passé la période du confinement? Surtout, de quelle façon se projette-t-il pour l'avenir? Dans l'avenir, c'est ce que nous allons lui demander après le jingle que voici. Bonsoir à tous les deux. Mehdi, on va parler tout à l'heure de cinéma. Vous n'êtes pas loin finalement géographiquement l'un de l'autre. Bon, Pau n'est pas une si grande ville que ça, pour faire qu'un quartier soit très éloigné de l'autre. Mais cela dit, entre le cinéma, Pau Université et la MJC des Fleurs, il n'y a pas finalement très peu de kilomètres qui vous séparent. Mais Mehdi, est-ce que vous connaissez le cinéma? Parce que vous avez tout là. Vous avez le metteur en scène, le scénariste, l'acteur d'une vie associative, culturelle, qui s'oppose pas finalement une sortie au ciné telle que vous la proposez. Tout ça s'additionne. Vous connaissez les activités de la MJC des Fleurs? Oui, alors déjà on les reçoit régulièrement parce qu'il y a des séances qui sont organisées avec la MJC des Fleurs. Et puis après moi aussi j'ai connu la MJC des Fleurs parce que j'ai pratiqué la boxe dans un club de boxe à la MJC des Fleurs, que je recommande d'ailleurs chaleureusement. C'était une super expérience quand j'étais plus jeune. Bon, c'était quand j'étais plus jeune. Mais parce que vous faites plus de boxe et tout, c'est fini? Non, c'est fini tout ça. Oh, ouais. J'en crois rien. C'est vrai que ça fait des années, moi je suis content de les voir, parce que ça fait des années qu'on se connaît les uns les autres, qu'on se côtoie. Alors pas assez, on va se le dire, parce que généralement, des fois, on se fait que s'envoyer un petit message à Noël, alors qu'on a des tas d'amis communs, etc. Là, c'est bien parce qu'on va pouvoir converser, discuter ensemble avec des distances de sécurité qui ne sont pas habituelles et que vous avez dû mettre en pratique, vous également, Olivier, à la MJC. Là où, au contraire, on se serre dans les bras, on s'embrasse, certains font des bisous et de l'autre font des projets. Oui, effectivement. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec mon collègue directeur du CGR, parce que c'est vrai que d'avoir deux structures qui travaillent sur la culture sur le même territoire, ça me semble important. Par rapport à ce que nous allons présenter ce soir. Oui, le Covid nous a impactés tous. Effectivement, nous, on a dû aussi fermer notre MJC, appliquer les protocoles sanitaires, et on voit que le déconfinement est parfois plus compliqué que le confinement. Ceci dit, ce n'était pas parce qu'on ne se serrait pas dans les bras qu'on n'a pas fait preuve de solidarité les uns envers les autres sur tout le territoire. Alors la solidarité, c'est d'ailleurs une des valeurs qui a prévalu, c'est pas la seule, mais qui a prévalu à la construction de la structure de la MJC des Fleurs. Je ne parle pas du bâtiment, lui il a fait peau neuve, etc. là récemment, mais la structure, elle date quoi, d'une cinquantaine d'années maintenant? Oui, de 1973 exactement. Quelle belle année! Oui, exactement. Ouais. Oui, c'est vrai que toi, tu es encore un peu jeune. C'est ça, quelle belle année. Elle est née dans le quartier des Fleurs, donc juste à côté. Et déjà, Patrick Gouel, qui est encore le président actuel, était à l'initiative. Ce sont des jeunes qui se sont retrouvés tout simplement autour d'un baby-foot dans des caves de la Cité des Fleurs, et qui, petit à petit, ont commencé à construire ce projet. Ce qui est intéressant avec cette structure d'éducation populaire, c'est que ce sont vraiment les acteurs qui l'ont fait croître et grandir. Et à chaque fois, elle a mis ses projets en avant en tenant compte des priorités du territoire, des habitants et de leurs envies, mais aussi des besoins très, très forts sur ce territoire. Oui, des besoins qui ont évolué au fil du temps. Je vous posais la même question que j'ai posée à vos collègues de la MJC Berlioz, qui sont venus très régulièrement dans cette émission depuis que celle-ci a été lancée. Une MJC au XXIe siècle, là, en 2020, c'est une structure qui a toujours sa raison d'être. Plus que jamais, c'est une structure d'avenir. On le voit aujourd'hui, les mouvements d'éducation populaire, ces valeurs d'émancipation de l'individu, de solidarité et de promotion des passions de chacun. On voit bien que pendant la période Covid, les gens ont eu envie de cette solidarité, et tout le travail que nous menons depuis plus de 50 ans, toutes les MJC, je salue mes collègues de l'Union locale des MJC, et Pau a la chance d'avoir encore 3 MJC très fortes et très diverses et variées par rapport à la programmation, qui permettent à tout un chacun, depuis le plus jeune âge jusqu'à un âge très avancé, de pratiquer des activités culturelles, d'accès aux loisirs et au sport. Donc c'est vraiment plus que jamais dans l'air du temps. Il y a l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, l'accès au sport, il y a la formation également dorénavant, et puis il y a cette espèce de, on va dire, ces espèces de moments indéfinissables qui sont à la fois des traits d'union entre les moments de joie, mais aussi les moments de réflexion, les moments de construction, parfois d'engueulade constructive. C'est ça aussi la vie. Mais oui, c'est aussi un lieu de débat. On a beaucoup travaillé sur la question des migrants et des nouveaux arrivants avec nos partenaires de l'OCFA, de la CIMAD et le soutien aussi de la ville de Pau, du CCAS.
quand il a fallu se poser la question de comment accueillir ces publics qui étaient dans une grande difficulté et mentale et physique, donc par l'apprentissage de cours de français, de cours d'informatique, mais aussi par l'accès à la culture et au loisir, parce que c'est des fois plus simple de pratiquer une activité volleyball qu'on a mis en place avec ces publics, qui derrière crée un autre relationnel, qui permet après de travailler sur ce qui permet de lever les freins à l'insertion sociale, à savoir l'apprentissage de la langue, qui est vraiment le primordial. Vous avez combien aujourd'hui, alors je ne sais pas comment on dit, d'adhérents, de personnes qui fréquentent? D'adhérents. On est à 2000. Tout le monde est adhérent d'abord. Lorsqu'on vient dans une, comme Mehdi le disait, pratiquer la boxe, etc., dans une association, ils sont tous adhérents de fait? Il y en a qui ont des socios à Barcelone. Nous avons des adhérents. Nous avons plus de 2300 adhérents. Donc c'est vraiment une belle maison. Et on le voit dans la photo d'illustration, c'est que tous les âges se mélangent. C'est aussi une des spécificités de cette MJC, c'est qu'on arrive à travailler sur la mixité à la fois intergénérationnelle et sociale, qui font que ces espaces sont partagés. Donc ils ont des moments dédiés. Là, on voit un atelier jeune, et je remercie mes animateurs et toute l'équipe. On en a un en cours aujourd'hui autour du vélo, avec la MJC du Loir et Berlioz, qui va permettre justement, en ce temps de Covid, de réparer des vélos, une quinzaine de vélos, d'avoir un parc. On a parlé hier. Pour aller se promener. Donc, c'est génial, ça. Oui, c'est génial, mais ça crée de nouvelles solidarités, de nouveaux réflexes sur lesquels il va falloir capitaliser aussi cette période Covid. Et tous les acteurs sociaux et culturels et économiques, parce que pas seulement les acteurs sociaux, se sont mis en mouvement durant cette période pour travailler tous ensemble au déconfinement, et avec un été qui va être chaud et qui s'approche là, que ce soit les services de la vie éducative, à la culture, aux entreprises, aux partenaires privés, tout le monde s'est mis autour de la table pour essayer de faire en sorte d'offrir un programme estival qui ne laisse personne sur le côté, et ça c'est quand même aussi une belle preuve de solidarité. On va y revenir dans quelques instants. Je reviens sur l'outil MJC par rapport au quartier. J'ai cru tout à l'heure, quand je vous ai demandé si c'était une structure moderne, entre guillemets, pour 2020, que vous allez me dire oui, sauf son nom. Parce que Maison des Jeunes et de la Culture, on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas limité aux jeunes. Ah non, c'est absolument pas toutes les maisons. De toute façon, la Maison des Jeunes et de la Culture, nous, effectivement, si on a... C'est intergénérationnel. C'est intergénérationnel. Sur les 2300 adhérents, on a peut-être 600 ou 700 adhérents qui ont la quarantaine passée, donc à peine ton âge, Eric. Oui, on a 300 enfants sur l'accueil de loisirs, et on a un secteur senior avec plus de 180 personnes, donc, qui font beaucoup d'activités. Et je ne m'attendais pas à ce qu'au déconfinement, évidemment avec le respect des gestes barrières, on s'était dit, bon, les enfants vont vouloir évidemment revenir, parce que c'est aussi un moyen de mode de garde alterné par rapport aux parents qui est vraiment essentiel, parce qu'il a bien fallu reprendre le travail aussi. Oui. Et je dirais un mot sur la solidarité qu'on a avec l'école des Fleurs. Mais les seniors sont revenus en masse dès que les activités ont pu être mises en place, comme le yoga, la gym douce, les activités montagne. Ils sont revenus en masse, et une mamie, on va dire effectivement tout à l'heure, me disait, mais moi ce qui m'a le plus manqué, c'est pas l'activité physique, mais c'est de pouvoir échanger avec mes copines à l'issue. Et elle était très très émue de revenir, parce qu'en fait elle a eu peur de plus jamais revenir et de pas dire au revoir à ses amis. Et c'est vrai que ce sont des choses qui nous touchent quand les adhérents viennent vers nous avec ce symbole de vie sociale et de faire ensemble qui représente la MJC, quoi. La MJC a beaucoup évolué en termes d'activité, de pratique ces dernières années, comme le quartier a beaucoup évolué. Alors au niveau de ses habitants, mais au niveau finalement aussi de tout ce qui entoure ce quartier, de ce qui en fait la force et l'essence. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous intégrez la MJC dans le quartier, et est-ce que finalement il y a une quelconque barrière entre ce qu'est le quartier Saragosse et ce qu'est la MJC, où les deux destins sont totalement liés? Oh, les destins sont effectivement liés. Alors c'est vrai que là, le travail fait par l'ANRU, qui est en train l'agence de renouvellement urbain, autant en termes de voirie que de logements sociaux et que d'aménagement du territoire, est un travail vraiment formidable. Et en plus, ça permet de relier notre MJC encore plus à notre voisin qui est le centre social de la Pépinière, oui, et de travailler des projets en commun, en n'oubliant pas évidemment le maillage que nous avons au plein centre du quartier, avec une association comme Vivre ma ville avec qui on travaille. Donc c'est vraiment, on est sur 12 000 habitants potentiellement, voire plus. Donc ce travail urbanistique n'a pas galvaudé la partie sociale qui a été vraiment nécessaire. Et la MJC a pris toute sa part, puisqu'elle fait partie, la MJC et les Bleuets et l'école des Fleurs sont un des fleurons de ce travail social sur le territoire, avec un pôle socio-économique et social et sportif, qui est la première sortie de l'ANRU, en fait. Le premier bâtiment qui est sorti de l'ANRU, c'est la MJC des Fleurs, il y a 3 ans maintenant. Absolument. On va voir quelques images de ce qu'est la MJC aujourd'hui. Juste
juste avant, pour terminer ce portrait, entre guillemets, il y a des permanents, vous en faites partie. Ça fait combien d'années d'ailleurs vous êtes directeur 15 ans, ça fera 15 ans en septembre. 15. Voilà. Et vous faites partie des vieux directeurs. Mais exactement. Je parle de son ancienneté. Mais ceci dit, il n'y a eu que 2 directeurs, mon prédécesseur André Corcoran et moi. Donc c'est une maison où quand on y rentre, il y a une vraie fidélité dans le temps. Il y a une vraie fidélité. Mes animateurs sont là depuis plus longtemps qu'avant moi, même s'ils sont plus jeunes. Ils étaient petits, après ils ont fait de la pratique sportive ou accueil de loisirs, et maintenant ils sont adhérents. Donc c'est vraiment une équipe très familiale. Le maître mot de la MJC, là je vois les volleyeuses avec notre club de volley de filles qui montent en National 2, donc je les félicite, et l'équipe 2 en National 3. C'est la bienveillance, en fait, la bienveillance, la pluralité, et penser que nos différences nous enrichissent, et c'est vraiment au quotidien ce que l'on ressent. Alors, vous avez réussi, mine de rien, à mettre sur point un programme d'été. Je dis ça parce que l'été est toujours un moment fort au niveau de la MJC, et on aurait pu penser, craindre que malheureusement, vu les circonstances, vu les obligations, vu les doutes, surtout, ça allait être compliqué de bâtir un programme d'été. Et là, on y arrive, on est à l'été, on est le 3 juillet, il y a un programme. Et oui, on démarre lundi, avec ce beau temps qui va perdurer. Alors on en a fait plusieurs programmes, parce qu'entre toutes les mesures qu'on a reçues durant quelques temps, on a fait version 2, voilà. Mais en fait, ça aussi, ça fait preuve de réactivité, beaucoup d'abnégation et d'engagement de la part de l'équipe d'animation, autour de Dany et de Sébastien. Ils ont réussi, en respectant les gestes barrières, à proposer à la fois des activités intramuros à la MJC, mais aussi beaucoup de sorties, puisque ont été levées dernièrement la question des transports. Bon bref, c'est un peu technique, mais ça aurait été... mais ça concerne beaucoup de monde. Voilà, on aurait soulevé la question des transports avec des masques dans les transports, etc., pour pouvoir faire des sorties, parce qu'on a une région quand même qui est magnifique, à la montagne, à la mer, les piscines sont en train de se lever aujourd'hui, donc on arrive à faire un protocole. Le cinéma aussi. Le cinéma, c'est bon. Puisque nous allons très souvent au cinéma, puisque ça fait partie aussi de l'émancipation culturelle, et c'est vraiment très important de cet apprentissage-là. Donc vraiment, les activités, ça a été plus compliqué pour les adolescents, parce qu'on avait 2 séjours à l'étranger qu'on avait monté avec la fondation Surfrider Foundation pour aller nettoyer les plages à Palerme, et ça a été un peu compliqué, et à Palma de Majorque. Par contre, chapeau aussi aux animateurs, puisqu'on s'est retourné sur la plage du Prophète à Marseille et une plage à Canet-Plage. Donc ce projet éco-citoyen a été transporté en moins de 2 semaines, avec tous les partenaires locaux dans la région qui nous accueillent, et aussi les partenaires ici sur Pau, pour pouvoir que ces jeunes qui ont fait un formulaire de travail puissent aller au bout de leur projet. Comment est-ce qu'on fait pour trouver tout le programme de l'été, voir à qui il s'adresse, comment s'inscrire? Parce que les inscriptions vont être encore plus indispensables. Alors les inscriptions sont terminées. C'est même terminé. Voilà. Donc comme ça, au moins... Non, il faut savoir que notre accueil de loisirs a une capacité en période normale de 180 enfants. Mais vu les périodes Covid, on est descendu à 130, 140. Et pour en avoir 70 en permanence dans le site, et 30 ou 40 autres qu'on dans les activités. On ira sur d'autres sites de la ville de Pau, notamment. Et la ville a été vraiment partenaire là-dessus pour nous permettre d'accéder à d'autres sites. Ceci dit, personne ne sera laissé pour compte, puisqu'il y a tout un travail, mais je pense que les services de la ville viendront peut-être en parler, où toute la communauté d'agglo et tous les partenaires MJC, centres sociaux et autres accueils de loisirs se sont mis en mouvement pour faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Donc avec tous les services du SAVAP, au domaine de Cers, qui va être aussi un lieu qui va pouvoir accueillir les familles, où il va se passer plein de choses, il y aura une solution pour tout le monde. Et nous, on a porté une attention particulière à téléphoner à tous les adhérents de la MJC pour leurs enfants, pour privilégier effectivement ceux qui en avaient le plus besoin. Donc ça a été plus de 350 appels, des rencontres avec les familles et les parents, pour que vraiment la priorité soit mise sur ce qui nous paraît essentiel, c'est de laisser personne au cœur de la cité sans solution de vacances. Oui, sans activité, sans solution de vacances, parce que c'est respiration. Alors, chacun va pouvoir avoir un avis sur l'école, j'y suis revenu, je suis pas revenu, etc. Mais les respirations d'été, ce sont des moments où il faut garder le lien avec les autres. Il faut cultiver même un lien, des expériences. Et tout le monde n'est pas là-dedans avec la même égalité, finalement, de possibilités. Exactement, mais on voit aussi que ce retour... moi, j'ai envie de tirer un petit coup de chapeau à l'École des Fleurs, quand même, qui sont voisins, puisqu'on a travaillé avec eux durant toute la période de confinement sur l'accompagnement des familles. On a imprimé aussi des documents pour faire les devoirs pour les familles qui n'avaient pas d'imprimante. Enfin, il y a tout un accompagnement. Et là, on voit bien que l'isolement et la fracture numérique a été très, très forte, et qu'on a vraiment un gros travail tous à mettre en place par rapport à cette inégalité. Et après, quand il a fallu accueillir les enfants à partir du 11 mai, c'était avec une alternance. Donc, on a travaillé avec eux sur les aspects culturels. Et je pense que c'était important
pour les familles et pour les enfants de finir le cycle. Qu'on ait un enfant, qu'on est en CM2, de ne pas pouvoir dire au revoir à ses collègues, à ses camarades avant de finir. Oui, mais on le voit dans les activités, nous, danse, boxe, gym. Les gens ont besoin de terminer un cycle avant de passer en mode été et de rattaquer en septembre, on le souhaite, dans de bonnes conditions. Donc cette respiration, elle est essentielle pour tout le monde. Et effectivement, et les milieux d'éducation populaire, les milieux sportifs qui ont tous joué le jeu et qui prolongent là leurs activités, certains jusqu'à fin juillet, je pense notamment à nos voisins des Bleuets, on sait pourquoi on le fait. On le fait parce que c'est essentiel qu'il y ait vraiment une pause post-Covid qui soit intéressante pour toutes les familles, que ce soit pour l'accès à la culture, au sport ou aux loisirs. Alors, vous avez parlé de septembre, Olivier. On a bien compris, l'été était en cours, enfin déjà était en place, mais comment on arrive à se projeter sur septembre et sur ce qui pourra ou pas avoir lieu en septembre dans cette cour comme ailleurs? Déjà, comme ailleurs, parce que la MJC aussi travaille pas mal sur de l'événementiel. Et on avait le festival Urban Session, qui est un festival hip-hop qui fêtait ses 20 ans cette année. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Au mois de mai, qu'on n'a pas pu faire. On voulait le reporter en septembre, mais tout le travail de résidence et de création qu'on devait faire avec des artistes n'a pas pu se faire. Donc on fêtera, comme les JO, les 20 ans en 2021. Et il y en est même pour Tout ce qui flotte, qui était aussi un bel événement de la rentrée que vous connaissez bien, Eric. C'est vrai. Voilà, vu les mesures barrières et les 20 ans, quand on veut faire une très grande fête avec plus de 12 000 personnes, mais voilà, on est plus prudent et on n'essaie de pas gâcher la fête, on la repose d'une année. Pour ce qui est de la rentrée, on espère que ce Covid ne reviendra pas trop nous embêter par rapport à la rentrée, mais on est déjà en train d'anticiper aussi au cas où il y aurait des difficultés par rapport au protocole, par rapport à la gestion des plannings horaires, parce qu'on a plus de 50 activités qui utilisent nos 2000 m² et 2200 adhérents. C'est pas simple tous les jours quand on passe de 20 à 30 personnes dans une salle à 12 et que tout le monde veut les mêmes créneaux. C'est un petit peu compliqué, mais comme c'est une grande famille, il y a beaucoup de bienveillance et les gens savent très bien qu'on fera au mieux pour que tout un chacun puisse participer à avoir une belle rentrée. Vous connaissez bien le tissu associatif qui est chez vous, pas que en résident, mais en acteur. Très clairement, ces associations vont arriver à passer le cap, dont de plus en plus dire là maintenant, que pendant cette période où il y a eu l'urgence à traiter, le confinement, les décisions, etc. à prendre, vont commencer à se poser de vraies questions sur l'état des finances, l'état des emplois également dans ces associations. Mais ça, c'est clair que ce qui est sûr, c'est qu'en septembre, on espère ne pas avoir le Covid qui revient, mais on aura une crise sociale évidemment très forte, tant au niveau associatif qu'au niveau économique pur et dur. Non, mais économique, on le sait, on essaie de le répéter, mais associatif, il faut en parler aussi. Parce que c'est 1 million 300 000 associations, plus d'1,5 million d'emplois en France, qui est quand même mise à mal depuis de nombreuses années, avec des mesures d'emploi aidé qui sont de plus en plus restreintes, avec des efforts qui maintenant reposent beaucoup sur les collectivités locales et les partenaires locaux. Donc il y a une vraie interrogation par rapport à la vision que l'État doit avoir par rapport au mouvement associatif, parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse solidarité pendant la période Covid. Alors évidemment, elle est loin de l'engagement du milieu hospitalier. Mais c'est pas la première ligne directe. C'est pas la première ligne, mais c'était bien la troisième. Quand il a fallu accueillir horaire décalé les enfants du milieu médical, on était là. Quand il a fallu s'occuper des 2S2C, on était là. On était un peu dans l'ombre. Et même dans un certain accompagnement à des solidarités de quartier. Exactement, les portages de repas, imprimer les copies, ne serait-ce que téléphoner aux 190 mamies, entre guillemets, pour savoir comment elles allaient, s'il y a manqué de rien. Donc Adeline et les autres partenaires ont fait ce job. Mais au-delà de la reconnaissance, elle est qu'aujourd'hui, on a les remerciements de nos adhérents. Alors la MJC fait partie de ces structures qui ont un modèle économique assez stable, mais on a beaucoup de partenaires associatifs, de petites associations qui sont plus que déjà dans le rouge. Oui, d'où ma question. Qui ont déjà dû faire appel à plus que du chômage partiel, à la mise en chômage définitif de certains de leurs salariés, parce qu'on n'a pas les mesures aussi fortes que le monde économique. On a des avances de prêts, des avances de trésorerie, mais il faudra quand même se rembourser ces avances-là. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup le cas aussi dans le monde économique. Peut-être, je le connais un peu moins bien, mais faire attention que ce maillage et cette pluralité de petites associations, de petits acteurs de proximité ne se fassent pas au détriment de structures plus importantes qui auraient une trésorerie suffisante, parce qu'appauvrir ce maillage, c'est appauvrir tout ce qui a été efficace pendant les périodes Covid. Alors le quartier, au fil des années, montrait mille et un visages en matière d'innovation culturelle, en matière de capacité à imaginer, à la fois des grands rendez-vous, des rendez-vous de toute taille, etc. Vous, Olivier, en 15 ans, mais il y a eu aussi les années avant, vous n'étiez pas
directeur, vous étiez déjà, déjà acteur. J'étais directeur de Vivre ma ville. Oui, Oui. voilà, exactement. Quel est le souvenir qui vous marque le plus de tous les Barnum? Parce que, on va se le dire, vous en avez fait un petit paquet des Barnum entre l'orchestre de Pau, transporté entre guillemets au milieu pour des grandes fêtes, au cœur des quartiers, sur les façades, sur les balcons. Je vois qu'on a quelques souvenirs en commun. Ah oui, on en a fait des Barnum. Alors le premier souvenir qui me vient, c'est plutôt toi, dans un bas d'immeuble qui lançait ton activité donc il y a quelques années. Oui, c'est vrai, je pense que je suis peut-être le seul ici à avoir connu cet endroit. Oui, ça je confirme. Alors là, c'est sûr. Voilà, qui était en plein milieu du quartier d'ailleurs. Il y en a un autre à la régie qui est pas loin. Qui est pas loin non plus, voilà. Donc je salue déjà et l'émission et aussi ta progression et ton parcours par rapport à ça. Évidemment des événements très marquants. Moi, le projet avec l'orchestre de Pau du 777 avec Fessal et Fred, extraordinaire cette rencontre avec la culture hip-hop et plus de 200 figurants, 600 bénévoles, 5000 personnes avec un travail formidable fait avec la Pépinière et Nadia à l'époque. Voilà, ça super, mais alors je passe de ça au Job Social Club, un projet qu'on a mis en place aujourd'hui, qui est une sorte de BNI, mais pour aider les demandeurs d'emploi à travailler et à se créer un réseau. C'est quelque chose d'assez anonyme, mais qui a plus de 60% de réussite aujourd'hui que mène Benjamin. Donc voilà, donc ça non, mais va. Cela dit, cette réunion que vous évoquez, il correspond bien finalement à des évolutions. Je pense qu'on fait partie de certains qui avons connu le plus beau Barnum derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera plus, mais en tout cas, ces gros Barnums-là, ça paraît être surréaliste quand on y pense. Et vous avez à côté un voisin qui a connu d'autres Barnums qu'on a fait ensemble au Zénith de Pau, les Miss et Mister Pau, etc. C'est une autre époque. Et pour autant aujourd'hui, d'autres activités, d'autres événements, peut-être de moindre taille, de moindre résonance, ils ont un impact et une importance incroyable. Mais oui, alors là c'est un exemple très précis, mais les cours de français et d'informatique dont je faisais référence tout à l'heure pour les migrants, mais aussi pour les habitants du quartier, les seniors, et aussi très important par rapport à l'impact que ça amène. Comme je dis souvent, on est passé des fois de la Zumba à la naturopathie, à la méditation et au Pilates. Donc on est passé au bien. En fait, les gens se recentrent sur le bien-être et se recentrant un petit peu sur eux, sur leurs besoins fondamentaux, mais s'ouvrent aussi plus facilement envers les autres. Mais au-delà de ça, Eric, tu faisais référence à tous les événements et Dieu sait si nous en avons monté quelques-uns ensemble. Il y a quand même à chaque fois eu une belle histoire humaine et des envies de rencontre. C'était pas l'événement pour l'événement. C'était pas pour la grosseur, ça on est d'accord. L'événement, le village emploi avait pour but de promouvoir en plein milieu du quartier pendant 2 jours 230 entreprises pour que les jeunes découvrent des métiers et trouvent du travail. Le Tout ce qui flotte, c'est pas seulement descendre le Gave, c'est découvrir le Gave, travailler sur l'environnement, travailler sur les liens sociaux sur les quartiers, etc. On n'en parlait pas finalement. Oui, donc à chaque fois derrière ça, il y avait cette question d'interaction, de lien et tout ce qui peut être distendu dans une société, comment nous on essaie de retisser ça et de rapprocher les gens. Et je pense que si on est encore là depuis de nombreuses années, et les médias en font partie aussi de ce travail-là, et lancer cette chaîne en plein Covid en moins de 3 jours après le 16 mars, et quand je vois l'impact qu'elle a eu, moi, sur les habitants du quartier, sur le territoire, en termes d'information, en termes de lien social, les gens se sont sentis moins seuls parce que ce nouveau média est arrivé en même temps qu'une nouvelle solitude. Et donc, je tenais aussi à féliciter cette initiative qui a un bel impact et j'espère qu'elle va perdurer. Faites plaisir. En plus, on ne s'était pas dit avant, donc ça fait plaisir. Parce que vous dites exactement sur l'impact sur le quartier, parce qu'on en a beaucoup parlé. Et c'était vraiment ce qu'on voulait faire, donc ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Alors, vous allez rester avec nous. On va faire un tout petit jingle pour accueillir le prochain invité, Mehdi Ouada, qui va nous parler également de l'impact au niveau du cinéma. C'est lié ce qu'on vient de se dire par rapport à la culture. C'est une autre forme de culture. On n'a pas les blockbusters versus le monde de la culture populaire, mais on voit bien à quel point les deux nous ont manqué à un moment donné et les deux ont un rôle à jouer dans le fait de vivre ensemble. À tout de suite. Alors, ce qui est terrible dans cette émission depuis qu'on l'a lancée, c'est que j'ai parfois l'impression de remonter le temps et de revenir quelques années en arrière, parce qu'en effet, celui-ci, ça fait très longtemps que je le connais, notre ami Olivier Pelure, mais Mehdi, nous, ça fait également de très nombreuses années. Et ce qu'il y a de bien, c'est que Mehdi, c'est un formidable exemple de quelqu'un qui, dans une société, un groupe, peut gravir les échelons, prendre en maturité, en responsabilité. Vous avez vu, je n'ai pas parlé en poids, hein, donc j'allais dire en stature, mon cher Mehdi, parce que Mehdi, vous avez commencé à vendre des confiseries au cinéma. C'est ça, je vendais des pop-corn
popcorn et des bonbons. C'est ça, au cinéma. à l'entrée. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette structure. Vous faites partie d'un groupe, le groupe CGR. Alors CGR, d'ailleurs, on va rappeler que c'est Circuit Georges Raymond. Je dis ça parce que ça, c'est un truc d'un autre temps qui n'existe pratiquement que dans le monde du cinéma, d'ailleurs. De garder les noms comme ça. Derrière les 3 lettres de CGR, c'est Circuit Georges Raymond, avec un propriétaire qui est une structure familiale, propriétaire, qui est d'ici. Quand je dis qui est d'ici, qui n'est pas très loin, enfin pas très loin, de La Rochelle. De La Rochelle. Oui, de La Rochelle. Et puis on est une structure familiale, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas d'actionnaires, tout ça. On appartient toujours aux enfants et à la femme de Georges Raymond, le fondateur. Ce qui fait de nous un circuit indépendant. C'est ça. Voilà. Et alors, si la MJC est née en 73, c'est l'année suivante, en 74, c'est ça. Que les premiers cinémas, le premier groupe d'exploitation, Georges Raymond a vu le jour. Alors depuis, le numérique a fait son apparition, depuis, le monde du cinéma a complètement changé. Et aujourd'hui, il y a combien de cinémas dans le groupe ? Environ 70. Environ 70. Oui. Alors à Pau, il y a une place de choix laissé à ce groupe depuis des années, aussi parce qu'il a investi. Oui, parce qu'après, on a été... C'est pas un cadeau donné. Le groupe CGR a été le premier à construire des gros multiplex dans des villes moyennes, et Pau a été le deuxième. On a construit le premier à La Rochelle, puisque le siège social était à La Rochelle, et ensuite on a construit Pau. Donc on a pris cette place-là, on a proposé quelque chose qui à l'époque n'existait pas. Les gros multiplex, ils étaient que dans les grandes villes, et nous on a été les premiers à faire des multiplex dans des villes moyennes, et Pau fait partie des tout premiers. Le méga CGR de Pau a ouvert en 96. Après, le groupe CGR est implanté à Pau depuis les années 70, notamment avec le Saint-Louis, et puis Et puis dorénavant, il y a également celui de l'Escar. Celui de l'Escar également. Du groupe CGR. Au total, vous avez donc 367 salles, ça fait 1500 salariés. Je le dis parce que ce groupe a également un vrai poids économique. Oui. Le cinéma, c'est évidemment pas que ceux qui tournent, pas que ceux qui produisent. Il y a également ceux qui exploitent. L'exploitation cinématographique. Puis après, le groupe CGR fait partie des rares entreprises en France qui laissent sa chance à tout le monde, quoi. On est beaucoup de directeurs, et même à la direction générale, on est beaucoup à avoir commencé en bas, entre guillemets. Même notre directeur général, le numéro 1 du groupe, il a commencé projectionniste. Il y a environ 2/3 des directeurs qui ont commencé soit à la caisse, soit au popcorn, soit à la projection, soit même en faisant le ménage. Et voilà, quand on est motivé, qu'on a envie, qu'on aime le cinéma et qu'on a envie de faire avancer les choses, on peut évoluer. En tout cas, voilà, le groupe CGR donne sa chance à pas mal de monde, et je les remercie pour ça, entre autres. Absolument, mais en tout cas, je voulais le souligner parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Mehdi, aujourd'hui, d'abord, les 1500 salariés, là, d'une façon générale, comment est-ce qu'ils ont passé cette période où le seul mot d'ordre, ça a été fermé ? Enfin, le seul mot affiché, c'était fermé. Oui, parce que nous, c'est quelque chose qui est totalement inédit. Les cinémas en France n'ont jamais fermé. Même en période de guerre, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Le cinéma, comme je le disais, le méga CGR, il est ouvert en 96. On est ouvert 16 jours sur 7, 365 jours par an. On n'a jamais fermé. Un seul jour de fermeture, c'est jamais arrivé. Et là, on a fermé 99 jours, puisqu'on a réouvert au 100e jour de fermeture. Oui. Et donc, du coup, pour nous, ça a été un choc, vraiment. Moi, j'avoue avoir un peu déprimé au début de ne pas revoir mes clients, de ne pas revoir mes salles allumées, tout ça. Et en fait, après, on s'adapte. Ce qu'on a surtout voulu faire, c'est garder le lien avec les spectateurs, alors notamment avec les réseaux sociaux. Ça a été surtout notre moyen de lien avec les spectateurs. On a essayé de les informer sur les sorties, créer des jeux, faire des news. Enfin voilà, nous, notre priorité, c'était de créer le lien. Et en parallèle, il fallait travailler aussi à la réouverture, aux mesures sanitaires qui allaient être éventuellement prises. Travailler aussi avec les distributeurs pour qu'on puisse avoir des films. Donc, on n'a pas chômé quand même pendant cette période. Après, la très grande majorité du personnel était en chômage partiel. Et aujourd'hui, on a rouvert avec... aujourd'hui, en tout cas, au méga CGR de Pau, on n'a plus personne en chômage partiel. On fait appel encore au congé, puisqu'on a une fréquentation qui est quand même pas monstrueuse, mais on s'adapte. Alors, depuis la réouverture, qu'est-ce que vous ont dit les premiers spectateurs qui sont revenus? Déjà, ils nous ont dit qu'on leur avait manqué. Et nous aussi, ils nous ont manqué. Ça, c'est bien déjà. Mais est-ce que, objectivement, ils sont revenus en se disant on s'en fiche, etc. Est-ce qu'ils sont revenus avec la peur au ventre? Est-ce qu'ils sont revenus... Non, sincèrement, l'accueil se fait relativement normalement. Je sais que même au niveau des entrées, on est proche de ce qu'on aurait fait au mois de juin où il fait beau avec pas d'énormes films porteurs. Oui. On a des mesures... C'est d'ailleurs pour ça que pendant des années, vous avez fait la fête du cinéma, le monde du cinéma, oui. Créé la fête du cinéma. Exactement. Parce qu'il n'y avait personne au mois de juin dans Exactement. les salles.
Donc pas de fête du cinéma malheureusement cette année, mais non, mais ça se passe plutôt bien. Les mesures sanitaires sont bien acceptées par les clients. Je pense que ça les rassure. Surtout, nous, on a vraiment pour envie de prendre soin des spectateurs. On va au-delà même de ce qui est recommandé pour les normes sanitaires. Alors allons-y, on vient au cinéma. Alors, on fait dans l'ordre. Je dois venir avec quoi? Mon masque? Alors, il faut venir avec le masque parce que le masque, il est obligatoire dans le hall et dans toutes les circulations. Il n'est pas obligatoire dans la salle. À partir du moment où on est assis, on peut enlever son masque, mais dès qu'on se déplace, il faut le mettre. Après, nous, on essaie de privilégier et d'inciter les gens à faire notamment des commandes sur Internet pour faire le maximum de 100 contacts possible. Ouais. On met en place d'ailleurs une opération qui est valable jusqu'au 7 juillet où la place est à 5 € si vous la commandez sur Internet, et ça dans toutes les salles, y compris dans la salle premium Ice. Y compris dans celle où vous avez le courant d'air vous provoquer, l'effet surround du son, etc. Ouais, y compris dans la salle premium, toutes les places. Donc si vous les réservez sur Internet, elles sont à 5 €. On a travaillé de manière aussi à ce qu'une grande partie de la gamme confiserie soit accessible également sur le site Internet, de manière à pouvoir privilégier au maximum le sans contact. Donc il y a ça. Après, on a mis en place aussi des flux de circulation, des centres de circulation, de manière à ce que les gens ne se croisent pas. Et puis après, quand vous arrivez au cinéma, alors ça c'est la question que se posent beaucoup de gens. Si je viens en famille, est-ce que je vais devoir garder un fauteuil d'écart avec mes enfants? J'allais y venir. Eh bien non, vous pouvez vous asseoir ensemble. À partir du moment où vous êtes venus ensemble, ce qu'il faut juste, c'est respecter un fauteuil d'écart avec les autres spectateurs. Et puis voilà, après, l'expérience dans la salle, elle est exactement la même qu'avant. C'est-à-dire que le masque, il n'est pas obligatoire dans la salle. Vous pouvez vous asseoir à côté. À partir du moment où vous êtes assis, vous pouvez l'enlever. Et devant, derrière, comment ça se gère? Non, devant, derrière, il y a toujours plus de mètres. Donc on n'est pas embêté vu la distanciation des fauteuils. En fait. C'est ça, exactement. C'est le cas également dans les autres salles, comme là vous parlez de vos salles à vous qui sont un peu aérées, mais si on parle du Saint-Louis, les salles sont un peu plus petites. Alors le Saint-Louis pour l'instant il est fermé. Ah voilà, c'est pour ça qu'il reste fermé d'ailleurs. Ouais, alors c'est pas pour ça qu'il reste fermé, c'est surtout une problématique de programmation, parce que c'est difficile d'avoir des films et d'avoir des distributeurs de nombreux distributeurs qui proposent des films sur cette période. Mais on remercie quand même beaucoup de distributeurs qui jouent le jeu, et notamment les films français. Et donc le Saint-Louis pour l'instant il est fermé jusqu'à l'été. On ne sait pas trop exactement, ça va dépendre pas mal de la programmation, mais sinon dans tous les cinémas de France c'est les mêmes règles partout. Alors, on va se payer un petit moment bande-annonce. Parce que depuis le temps qu'on a envie d'aller revoir des films, on va profiter d'avoir l'expert cinéma, parce qu'en plus, Mehdi, il parle très bien des films. D'abord, qu'est-ce que vous avez réussi à conserver à l'affiche? Parce que c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, de la part des productions, des distributeurs, etc., ça a été très compliqué. On a bien vu que certaines productions ont été reportées, re-reportées en date de sortie. Il faut savoir que les sorties dans le monde du cinéma, c'est préempté des mois et des mois à l'avance. On sait qu'on sort. Le film, il peut ne pas être même des fois des années avant. Voilà, regardez, les productions américaines ont déjà toutes les dates de sortie programmées, etc. Quel bazar ça a dû être de reprogrammer tout ça. Ouais, mais après, comme je vous le disais, on a vraiment la chance d'avoir un marché national qui est porteur, puisque chaque année, il y a environ 30 ou 40% des entrées qui sont faites par des films français. On est un des rares cinémas dans le monde à fonctionner si bien. Il y a le cinéma indien, il y a le cinéma américain, et le troisième qui est après, c'est le cinéma français. Donc aujourd'hui, la problématique, elle vient surtout des blockbusters, des films américains, parce que c'est des sorties mondiales. Donc à partir du moment où il y a un territoire dans le monde qui est plus impacté que d'autres, forcément les producteurs vont pas vouloir sortir leurs films. Mais on a la chance quand même d'avoir beaucoup de films français, donc on a pas mal de films qui étaient présents avant la fermeture et que du coup on a reconduit. C'est le cas entre autres de De Gaulle, de La Bonne Épouse. Que personne n'a pu voir finalement parce que confinement. C'est ça, ou peu de gens l'ont vu. Peu de gens finalement. C'est ça, La Bonne Épouse par exemple, il était sorti le mercredi précédent la fermeture qui était un samedi, donc il a été exploité que pendant 3 jours. Et aujourd'hui c'est un film qui marche vraiment très très bien, qui accueille beaucoup de monde. Attendez, on va commencer par celui-là. Ouais, pitchez-le nous, on va voir la bande-annonce. Alors, en gros, La Bonne Épouse, ça raconte l'histoire d'une... Si vous prononcez hongrois et La Bonne Épouse, ça va pas le faire, mais enfin, allez-y. Ça raconte l'histoire d'une structure qui est inspirée de ce qui existait réellement à l'époque, où on apprenait aux jeunes filles à devenir des bonnes épouses. Et ça se passe pendant mai 68, en fait, juste avant mai 68. Et justement, les événements de mai 68 vont totalement chambouler tout ce qui se passe dans cette maison, où on apprend aux femmes à être de bonnes épouses. Et elles vont se rebeller. Regardez cette bande-annonce, qui en est beaucoup. Allons-y. Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi et une bonne humeur. Arrête! Robert! Il étouffe! Tapez-lui dans le dos! 24 ans de vie commune. C'est quoi ça? C'est des laits d'huissier. Je peux entrer? Nous sommes ruinés. Passez la seconde! La seconde!
fameux volant, gare au tournant. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école? Si nous ouvrions un nouveau compte à votre nom. Vous dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères Je veux te revoir. afin de ne pas céder à toutes ses tentations. En deux mots, mains occupées, mauvaise pensée chassée. Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi? Les féministes. C'est qui? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des poniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Et si ça peut te rassurer, sache que je suis un as du repassage et tu fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi? Bon, c'est bien, ça promet un bon moment. C'est vrai qu'on n'a pas vu, on n'a pas pu aller voir ce film à la sortie. Non, mais, en tout cas, c'est un très bon film que je recommande chaleureusement. Après, voilà, on a quand même 25 films à l'affiche. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour les enfants, il y en a pour ceux qui veulent avoir peur. Il y a des comédies, il y a des drames. Il y a vraiment beaucoup de choses. 25 fiches gérées, à l'affiche, c'est plus, moins que la C'est normal. normale. C'est vraiment une exploitation où même on tourne toujours entre encore 25. C'est quand même beaucoup même. Habituellement, on tourne entre 20 et 25 justement. Bon, là, on a vu ce familiaux, mais je pense que c'est une très bonne idée de sortie pour toute la famille. Vous en choisissez ça pour les enfants? Voyons, Ouais, alors, c'est les vacances là, ce soir. On C'est dirait ça. pas, mais c'est les vacances. Bah oui. Et bien justement, mercredi sort Scooby, donc l'adaptation du dessin animé qu'on a connu dans notre enfance. Oui, alors attendez, parce que vous faites pas le malin, vous êtes plus jeune que nous. Nous, on a vraiment connu. Nous, on a connu le truc Anna-Barbera de départ, vous voyez. C'est ça. Vraiment. Et c'est pas fini. Donc ça revient, mais en 3D cette fois-ci, c'est ça complet. Non, enfin oui, 3D, 2D, Image de synthèse, en image de synthèse, absolument. c'est ça. Ouais. Allez, on regarde la bande-annonce de Scooby. Allons-y. Bidou, tu es celui qui m'apporte le plus de joie dans la vie. Toi aussi, Samy. Je me souviens de notre première rencontre. C'est des grains de poivre? Du sable. J'ai quelque chose pour toi. Je l'adore. Je l'enlèverai jamais. Des bonbons à sable. Mince! Bon les amis, quelle est la suite des événements pour Mystère et compagnie? Oh là, oh là, oh là! Sammy et Scooby ont été enlevés? Bienvenue dans le Falcon Fury! Hey, pourquoi t'as fait ça? Pour être sûr que je rêvais pas. Normalement, tu dois te pincer toi-même. Hey, Hey! Hey! C'est fini? Hey! accrochez-vous, ça va secouer. Scooby-Doo-Bidou. Et c'est parti! Si ça vous dérange pas, vous pouvez vous garer, on va descendre ici. On va rentrer un petit. Apparemment, il a grugé Netflix en utilisant le compte de sa mère. C'est tellement injuste pour tous ceux qui doivent payer pour regarder Netflix. Quoi, faut payer pour regarder Netflix? Bon, elle est bien. En fait, c'est bien parce qu'il n'y a pas des mauvais acteurs mal maquillés dans celui-là. Donc, c'est un vrai bon format dessin animé. Moi, je me suis toujours demandé, Olivier, comment ils s'étaient rencontrés, Scooby et Sammy. Ben là, j'ai l'impression qu'on aura la réponse. La vie autour d'un sandwich. Ben, voilà, je vois, exactement. Ben, c'est bien, là, on aura la réponse. Tous ces films, comment on fait pour savoir quand est-ce qu'ils sont programmés, à quelle heure, etc. Alors le mieux c'est d'aller sur le site Internet. cgrcinema.fr. Vous pouvez directement commander vos places, vous pouvez directement commander votre commande confiserie. Il y a 25 films à l'affiche, comme je disais, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis voilà, tout est mis en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires. Il y a du gel hydroalcoolique à peu près partout, des rappels des Ah distanciations oui, on n'a sociales. pas parlé du gel, mais évidemment, Ouais. j'imagine qu'il y en a partout. Il y en a partout, il y en a dans chaque salle, il y en a dans le hall, il y en a à la confiserie, il y en a au contrôle, il y en a aux toilettes, il y en a partout. Bon, et chez vous aussi, j'imagine, le gel nouvel ami non, mais, de tout le monde. puis maintenant c'est devenu un réflexe, mais C'est vrai. le mieux c'est encore de se laver les mains avec du savon pendant 30 secondes, c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux enfants. Moi j'engage tout le monde à aller au cinéma, c'est très important de soutenir le cinéma aujourd'hui. Absolument. Avec cette opération plus 5 € la place, c'est aussi une bonne occasion d'y aller sans se ruiner. Absolument. Voilà. Donc ça c'est valable jusqu'au 7 et voilà.
Et voilà. De quelle façon, cela dit, vous avez l'impression que ça va impacter économiquement la production à venir? Parce que autant Olivier disait, ça va aider, c'est important de soutenir le cinéma. Derrière, il y a des emplois, derrière, encore une fois, il y a de la création. Hein. Il y a des fonds, tout ça. À votre avis, ça va impacter, Mehdi? Alors après, le cinéma, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est le loisir culturel le plus populaire et on appelle ça également un loisir refuge. Le cinéma, il marche jamais aussi bien qu'en période de crise. C'est vrai. Les dernières fois où on a fait les meilleures entrées, c'était il y a quelques années, justement. En 2009-2010. Exactement, c'est des records qui datent des années 70 quand il y avait la crise pétrolière. Donc après voilà, on ne sait pas comment on va réagir à cette crise parce que là c'est quelque chose de totalement inédit, mais en tout cas nous on est confiants. On est optimiste, on fait tout pour pouvoir recevoir les gens. Alors après, toute la problématique va être sur les sorties de films parce que du coup il y a une période pendant laquelle il n'y a pas eu de tournage. Aujourd'hui les tournages c'est encore compliqué. Donc on risque d'avoir un petit embouteillage de films dans les prochains mois parce que tous les films qui ne sont pas sortis jusqu'à présent vont vouloir tous sortir en même temps. Ensuite on risque d'avoir un petit manque parce qu'il n'y aura pas eu de production pendant un certain temps. Mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être un petit effet accordéon. Mais on est vraiment confiant. Le cinéma, c'est quelque chose qui est vraiment populaire. Ça touche tout le monde. Il y a tout le monde qui va au cinéma. Les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres. Il n'y a vraiment pas de critères pour aller au cinéma. Tout le monde y va. Et en tout cas, on est plutôt optimiste parce que le cinéma, ça fait rêver pour pas cher. Et il vous reste des franges d'innovation là encore au cinéma parce que qu'est-ce que vous n'avez pas inventé là au fil des années? Alors je dis vous de façon générale, mais le son, ça fait des années que vous y travaillez. Les images évidemment en 3D. Maintenant, vous avez même cette sensation là. Je parlais de vos salles là, vous avez le sentiment d'avoir le vent, la fraîcheur. Alors nous, on n'a pas tout ça. Notre salle premium. C'est qui vont arriver dans ce qui vont arriver, c'est ça. Ça, c'est des choses qui arrivent. Après, nous, le cinéma, c'est une industrie qui est en perpétuelle évolution. Il faut toujours qu'on s'adapte. Ça a commencé, le cinéma, c'était noir et blanc, c'était muet. Ensuite, il y a eu le son. Ensuite, il y a eu la couleur. Ensuite, il y a eu le numérique. Ensuite, il y a eu le 3D. Aujourd'hui, il y a les salles premium. Les salles premium, pour le coup, nous on mise sur quelque chose qui reste vraiment concentré sur l'écran. Concentré sur l'écran, ce qui évite l'effet de perturber. Donc, ce qui fait quoi, nous, on n'a pas des fauteuils qui bougent, tout ça. Mais ça, c'est un vrai choix. Mais après, on sera toujours en évolution. L'intérêt, c'est de faire en sorte, notre métier, c'est de faire en sorte que, au-delà du fait de partager les émotions, puisque quand on va dans une salle, peu importe la salle, même si c'est la salle la plus miteuse du monde, à partir du moment où il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de vous, les émotions sont décuplées. C'est vrai. Et après, au-delà de ça, notre objectif, c'est de faire en sorte que un film, quand vous le voyez au cinéma, vous ne pouvez pas le voir comme ça chez vous. C'est impossible. Et alors, vous avez continué à faire des événements aussi, parce qu'au fur et à mesure des années, vous êtes devenus aussi des lieux d'événements, de concerts. Alors, ça a démarré avec les fameux, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, ces fameuses visites dans le monde entier là, que l'on avait en format reportage. Oui. Et aujourd'hui, vous faites des grands ballets, des opéras. Vous avez popularisé, vous contribuez beaucoup à populariser l'opéra, l'opérette, etc. Absolument. Vous avez des grands concerts que vous rendez accessibles. On a des concerts, on a des spectacles, on a des saisons, des matchs NBA aussi. Des matchs NBA, absolument. On fait du sport. On voit l'habitué à côté. On voit l'habitué, tout à fait. On est une antenne qui s'appelle CGR Events qui développe justement tout ce qu'on appelle contenu additionnel. C'est autre chose que du cinéma au cinéma. Donc il peut y avoir des retransmissions sportives. Il y a des très belles saisons d'opéra-ballet. Et justement, la dernière est terminée et on travaille sur la prochaine qui rouvrira probablement aux alentours d'octobre. Il y a beaucoup de spectacles aussi. On a cet été justement, on a le spectacle de Chantal Latsou qui est diffusé. On travaille également, alors c'est un peu une exclue, c'est pas encore officiel, mais on travaille sur un documentaire sur Claude François qui va sûrement sortir d'ici la fin de l'année. Mais en tout cas, on essaie vraiment de faire en sorte que les gens viennent au cinéma, qu'ils en profitent. Voilà, comme je vous disais, c'est un loisir qui est culturel et qui est surtout populaire, et on veut vraiment garder ce côté populaire et la popularité. On n'est pas encore à diffuser Bonsoir le Berne au cinéma, mais en tout cas, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, en tout cas. Vous savez, comme les vieilles actualités qu'on faisait avant les films, mais on parle d'une époque, ma foi. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous voir. Avec plaisir. Votre idée, tous les deux là, votre idée de sortie pour cet été à Pau, dans la région, etc. L'idée qu'il faut donner à ceux qui ne sont pas d'ici pour que leur donner envie de venir ici. Allez, Olivier. Bon, la ville de Pau se suffit à elle-même, mais moi je dirais d'aller à la montagne, d'aller visiter nos Pyrénées. Mehdi ? Et moi, j'ai toujours été un peu citadin et je trouve que on a beaucoup de choses à l'extérieur de Pau, que ce soit les montagnes, que ce soit la campagne ou même la mer qui est pas très loin. Mais la ville de Pau, je pense que la ville de Pau en elle-même, c'est vraiment quelque chose qu'il y a à découvrir. Les vieilles villes anglaises, le boulevard des Pyrénées, il y a vraiment beaucoup de choses dans la ville. Se balader dans la ville, c'est quand même important. Puis ça fait travailler le commerce, donc c'est pas mal. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous voulez également aller vous rafraîchir cet été, pratiquer des pratiques sportives, avoir des pratiques sportives qui sont ma foi des sports de pleine nature, aux portes même de la ville, il y a une
solution, c'est le parc Aquasport. C'est le partenaire de la séquence qui va s'ouvrir maintenant du mur de la chance. Alors nous allons plonger par quelques images dans ce qui fait l'originalité de ce parc Aquasport. Et peut-être que si la chance est avec nous, nous serons tout à l'heure en duplex avec le parc Aquasport pour jouer avec des athlètes qui sont, enfin des athlètes pas de grand niveau au sens du nombre de médailles, mais vous allez voir qu'ils ont envie de se mouiller pour vous. À tout de suite. Le mur de la chance, dernière étape de la semaine pour tenter de gagner un VTT électrique, une tablette tactile, des week-ends en gîte ici sur notre département. Je n'oublie pas également de vous parler des passes gourmands offerts par l'Office de tourisme de la ville de Pau. Ils vont apparaître dans quelques instants au pied du château. Et puis bien sûr, des bons d'achat du côté des boutiques Pau Commerce, offerts à la complicité de l'agglomération Pau Béarn-Pyrénées dans le cadre de ces opérations qui ont pour but de revitaliser le commerce de proximité. Alors nous jouons tous les soirs avec ce mur de la chance. Vous pouvez vous inscrire pour défier le mur. Deux possibilités, soit vous allez jouer avec nous dans les conditions du direct, par téléphone, par Skype, que sais-je, en vous inscrivant sur le www.lachaîneLocale.tv, soit vous décidez de ne pas jouer avec nous en liaison directe, mais de partager les montants de la cagnotte qui chaque soir monte de 50 € lorsqu'elle n'est pas gagnée. Donc hier soir, la cagnotte n'a pas été gagnée et elle était à 100 €. Nous avons rajouté 50 € dans la cagnotte et ce soir, la cagnotte est donc de 150 € à gagner. Il n'y a pas que cela. D'ailleurs, ce mur de la chance, je vois qu'on a bien suivi la réal, je n'avais pas prévu de partir, j'avoue, 40 cases. Avec ces 40 cases, vous avez derrière chacune d'entre elles un cadeau. 120 cadeaux au total seront distribués tout le long de l'été. Vous allez choisir une case tout à l'heure et derrière cette case, oh grande magie, vous aurez donc des chèques cadeaux d'une valeur de 10 €, de 20 €, de 30 €, de 40 €. Vous aurez 5 passes pour les 5 cases passes gourmands, 5 cases box court-circuit, notre restaurant situé au cœur de la ville de Pau. Cet endroit fort sympathique qui célèbre tous les jours les circuits courts et les produits de nos terroirs. Des parcs, le parc Aquasport vous offrira des descentes en rafting ou en kayak. Vous aurez un cadeau mystère et aujourd'hui, le cadeau mystère, c'est la cave à vin. Donc une cave à vin, il n'y a toujours pas de bouteille à l'intérieur, mais il y a toujours la cave. Hop, déjà sympa, petite case à vin plutôt sympathique. Et vous avez donc 5 cases cagnottes sur 40, mais 13 cases perdues. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Alors, la cagnotte, on me le confirme, 150 €. Pour jouer avec nous, nous avons quelqu'un en ligne qui va me rappeler sans plus tarder son prénom. Bonsoir. Bonsoir, c'est Bénia. Bonsoir Bénia. D'où est-ce que vous nous appelez? Alors, de Orgue, dans les Hautes-Pyrénées. De Orgue, les Hautes-Pyrénées, encore les Hautes-Pyrénées, mais non que des joueurs des Hautes-Pyrénées. C'est incroyable, ce filon Hautes-Pyrénées. Merci à vous de nous suivre. On est voisins. Ben voilà, exactement. Vous avez bien raison de le dire, même bassin de vie. Vous venez souvent à Pau? Oui, très régulièrement.
Minimum tous les 15 jours. Minimum tous les 15 jours. Bien écoutez, vous y viendrez peut-être avec des chèques cadeaux offerts par les commerçants du centre-ville. Si vous décrochez la cagnotte, cela dit, il faudra la partager, cette cagnotte, avec quelqu'un qui va pouvoir nous écrire, quel que soit le jour auquel il regarde cette émission. Regardez, chers amis, si vous regardez cette émission, que c'est ce week-end, demain ou autre, vous allez voir apparaître un petit mot de passe qui va vous permettre de compléter le formulaire que vous trouvez sur le www.lachaînelocale.tv. Vous allez taper le mot Rivière. Rivière en mettant la date d'aujourd'hui, qui est donc le 3 juillet. Le 3 juillet, Rivière. Et si notre joueuse remporte donc la cagnotte, vous partagerez le montant de la cagnotte. Et ce, quel que soit le jour que vous avez choisi pour vous inscrire. Alors, on va commencer dans l'ordre. Benounia, quelles sont vos passions dans la vie? Alors, je fais un peu de marche, mais surtout du shopping. Ah ben surtout du shopping, il faut marcher. Ah ben pour choper, il faut marcher. Faire du shopping, il faut marcher. Alors, vous aurez peut-être des chèques cadeaux à gagner si vous tombez sur une case qui, ma foi, cache un chèque cadeau. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez remettre en jeu, vous pourrez le faire une fois. Et je vais vous donner la possibilité de le remettre une deuxième fois en jeu, un mauvais tirage. Pour cela, il va falloir que la chance soit avec vous. 4 jeux de hasard vont vous être proposés, le jeu A, le jeu B, le jeu C ou le jeu D. Quel est celui que vous choisissez? Allez. Le B comme Benounia. Ah ben le B comme Benounia, ben évidemment. Le B comme Benounia. Eh bien écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est un jeu pour lequel vous aurez une chance sur 2 de gagner, donc une erreur supplémentaire. Et nous allons nous connecter pour cela avec le parc Aquasport, puisque c'est un défi sportif. Alors je vous rassure, Benounia, ce n'est pas vous qui allez faire le défi. Ce sont les personnes qui vont être en liaison avec nous au parc Aquasport. On a enregistré, pour être franc, comme une partie de cette émission d'ailleurs, il y a quelques heures. Et nous allons retrouver dans les conditions du direct, cela dit, le parc Aquasport, avec ce temps relativement pas tout à fait conforme avec celui que nous avons là à cette heure-ci. Il y a un petit décalage horaire, mais nous allons trouver Nicolas. Allez, bonjour Eric. Oui. Aujourd'hui, pour le défi du jour, on est avec Eric Delguy, le triple champion du monde de kayak extrême. Le défi d'Eric, ça va être de faire un maximum d'esquimotage en 30 secondes. Eric, à ton avis, combien d'esquimotage? Je pense que 8, ce serait déjà un bon score. Ok, le défi est relevé. Eric part pour 8 esquimaux. On va voir si ça passe. 8 esquimaux. Bon, c'est pas comme au cinéma, c'est pas 8 esquimaux. Alors, à votre avis, 8 esquimotages, vous savez, l'esquimotage, il va se retourner là plusieurs fois. Est-ce qu'à votre avis, il peut en faire 8 ou pas? Parce que c'est assez physique, cette affaire-là, mine de rien. Est-ce qu'Eric peut en faire 8 ou pas? Pour moi, sans problème. Ah ben, sans problème. Sans problème. Parce qu'ils ne se sont pas méga entraînés, il faut être franc. On a eu des bonnes choses, des convenus parfois. 8 sans problème. Mais j'y crois à fond. Bon, eh bien écoutez, on va voir s'il va réaliser ou pas ces défis. Nous, on découvre ces défis en même temps que vous, donc je ne vais pas vous influencer davantage. On dit oui, si c'est oui, vous gagnerez une case supplémentaire. Allons-y. Allez, vous pouvez le commenter, vous allez voir en même temps. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est prêt. On y a mis un petit casque rose de la couleur du kayak. Et donc, il va commencer une série et c'est au premier qu'on va commencer à compter. Et je rappelle que le parc Aquasport est ouvert, évidemment, et avec des conditions particulières pour accueillir évidemment le public en toute sécurité, mais les pratiques sont ouvertes. C'est parti. Maintenant, on y va, Rico. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Ah, il s'y tient. Hein. 5. Attention, il va contre le bord du mur. 7. Allez. 8. Facile. 9. Oh bah à l'aise. Tranquille. Allez, 9. Il te reste encore 5 secondes. Allez, 9. Allez, 9 esquimotages pour Mister De Guild. Défi réussi. Ah bah super. Bravo à lui, parce que l'eau n'est pas chaude hein, yeah, quand on passe beaucoup de temps à tête sous l'eau. Bravo Eric pour tes 9 esquimaux. C'est parfait. Moi, la dernière fois que j'ai fait 9 esquimaux, j'ai fait une indigestion. Alors, merci beaucoup à Eric. Merci. Regardez les vues de ce parc Aquasport absolument magnifique. Ouvert, rouvert. Hein, c'est le but de cette séquence que de vous inviter à aller aux portes de la ville de Pau, à 5 minutes à peine du centre-ville, pratiquer du sport de pleine nature aux portes même de la ville, tout en qu'il y a des nouveautés cet été. Alors, il n'y a pas la vague de surf parce que pour X raisons, il était compliqué de la remettre en place pour l'instant. Mais en tout cas, vous avez la possibilité également de parcourir tout autour du parcours, je vais y arriver, tout autour du bassin, hein, un parcours inédit avec des skis à roulettes. Voilà, donc c'est une des nouvelles attractions de cet été du côté du parc Aquasport. Bon,
Vous allez pouvoir vous tromper 2 fois. C'est bien, c'est plutôt bien. Faisons apparaître. C'est une bonne nouvelle, oui. C'est plutôt bien. Donc, 3 fois, vous pourrez tomber. Vous avez sur 40 cases, 3 cases, 10 euros. 3 cases, 20 euros. 2 cases, 30 euros. 1 case, 40 euros. Ça commence à devenir sympa. Vous avez la case cadeau mystère, c'est donc la cave à vin. Les cases passe gourmand, c'est sympa, mais enfin bon. Vous avez les cases court-circuit, avec donc déjà sympa, mais enfin bon, ça peut faire mieux. Vous avez les cases parc aquasport et les activités. 13 cases perdues à éviter et donc 5 cases cagnotte avec 150 euros dans la cagnotte. Allons-y, de 1 à 40, quelle est la case que vous voulez actionner? Allez, la 24. La 24, je laisse le mur se constituer définitivement. Et allons-y pour la 24. Allons-y. Oh là là, perdu. Oh, aïe, 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 perdu. Non. Eh bien, malheureusement. Le jingle arrivera un jour pour vous dire que c'est perdu, mais un jour, c'est peut-être. Bon, malheureusement, ça s'arrête là. Alors que vous aviez gagné des cases, etc. pour vous tromper, mais quand c'est perdu, c'est perdu. Bon, c'est perdu, c'est perdu. Ben, désolé, vous allez pouvoir rejouer avec nous, vous vous inscrivez une nouvelle fois, vous pouvez le faire 1 fois par jour, et vous reviendrez soit à l'antenne, soit partager la somme de la cagnotte qui sera gagnée par quelqu'un de plus chanceux que vous, peut-être. Rivière. Oui, je vais faire pour cette personne, ouais. Bon, parfait. Qu'est-ce que vous allez faire cet été? Quelles sont vos passions? À part marcher, Alors, faire du shopping, j'ai bien compris, mais s'il y en a d'autres. On va faire de la marche, un peu de randonnée, partir un petit peu en vacances. Vous savez où ou pas encore? Vous savez où? En Méditerranée, sûrement. J'ai de la famille là-bas, donc je crois que ce sera la Méditerranée. Eh bien, très bien, en restant prudent, évidemment. Merci beaucoup à vous, je vous embrasse. Merci de votre fidélité. Chers amis, je vous souhaite un très bon week-end à vous toutes et à vous tous. On va se retrouver lundi pour une nouvelle série d'émissions. Ce sera la dernière semaine que nous passerons ici du côté du Pavillon des Arts avant de déménager le plateau, vous le verrez. On vous racontera ça la semaine prochaine. Et en tout cas, nous essaierons toujours la semaine prochaine de vous offrir un cocktail vous permettant à la fois de vous divertir et de vous informer. C'est tout le principe de ce Bonsoir le Béarn. Très bon week-end, à lundi. Au revoir.